Nicolas Lehenner qui nous vient de Suisse, entre Zurich et une ville au nom compliqué que je ne saurais prononcer, mais qui a été enseignant, enfin qui est historien, enseignant, qui a dirigé des établissements scolaires en Suisse et qui se consacre à la conservation et à l'animation d'une institution qui édite, si vous voulez, les archives de la vie ordinaire. Mais vous allez voir que les archives de la vie ordinaire sont parfois des archives extraordinaires, puisqu'il nous propose ce soir un sujet qui concerne le clan Perregaux, banquier que nous connaissons, mais d'autres aussi qu'il va vous faire découvrir, dont la duchesse de Raguse, notre duchesse préférée évidemment, qui est aussi issue de ce clan. Donc je vous laisse la parole, et puis ensuite la salle pourra vous poser quelques questions à l'issue de votre exposé. Un grand merci, monsieur, de votre accueil. Prince, monsieur le directeur, mesdames, messieurs, je vais donc vous proposer d'aborder l'histoire napoléonienne par une perspective excentrée, celle d'un fief d'empire, la principauté de Neuchâtel. Elle a été, comme on le sait, confiée par l'empereur au maréchal Berthier. Et les destinées de plusieurs membres de la famille Perregaux, issus de ce petit pays, nous serviront de fil conducteur. Comme l'a déjà dit M. Lenz, le plus célèbre d'entre eux est bien sûr le banquier Jean-Frédéric Perregaux. Au début de l'avènement de l'Empire, sa carrière est faite. En récompense de son soutien du coup d'État de Brumaire, Bonaparte l'a nommé sénateur en 1799 et en 1800, il est président fondateur et premier régent de la Banque de France. Je vais vous présenter maintenant un tableau succinct et très très incomplet de la famille Perregaux. D'une manière générale, on peut parler d'une branche française. Celle issue de Jean-Frédéric Perregaux, que vous voyez un peu en gauche de l'image, éteinte aujourd'hui, et d'une branche neuchâteloise, celle issue de son frère cadet, Charles-Albert Perregaux, du mariage de Charles-Albert Perregaux, Charlotte Godot, qui est une famille dont la descendance vit encore en Suisse. Les mariages de la branche française sont très typiques de la fusion qui s'effectue sous l'Empire entre les milieux financiers, les milieux militaires et la noblesse. Le banquier a épousé une jeune orpheline de noblesse normande, Adélaïde de Prades. Sa fille Hortense a uni sa destinée au fringant colonel Marmont, le futur duc de Raguse et maréchal, et son fils Alphonse épouse en 1813 Adèle Elisabeth MacDonald. Et nous allons voir que cette famille, elle poursuit une double stratégie. Elle cherche d'une part à s'assurer une première place dans la principauté de Neuchâtel, mais en même temps à s'introduire aussi dans les premiers cercles du Grand Empire en construction. Et nous allons donc voir trois membres de cette famille en particulier, le banquier Jean-Frédéric, sa fille Hortense et le jeune cousin de cette dernière, Alexandre Charles. Alexandre Charles est le fils cadet de Charles-Albert Perregaux. À l'avenir, je ne parlerai d'ailleurs plus que de Charles, c'est ainsi qu'il se nommait et qu'il signait. Avec grand regret, je ne vous parlerai plus de David François de Godot, qui mériterait une conférence à lui tout seul. C'est un ancien secrétaire d'ambassade russe à Berlin qui mène une vie retirée d'intellectuel. Sa correspondance et ses notes, conservées aux archives Perregaux, dont je m'occupe en tant que conservateur, montrent qu'il est un intime du cercle de Coppet. C'est un ami de Madame de Staël, Madame Récamier. Il fréquente les philosophes de son temps, je crois même Kant, et rédige beaucoup d'études philosophiques et historiques. Et ce qui est assez rare pour un philosophe, je crois qu'il n'y a guère que Voltaire qui soit du même type, il a toujours le sourire. On lit ses œuvres en souriant. Et il a d'excellents contacts avec le prince allemand. Il est donc parfaitement au courant de la situation politique en Europe et en informe régulièrement sa parenté. C'est donc ici, avec regret, que je n'en parlerai plus, sauf comme conseiller de la famille.
Ma présentation sera émaillée de citations tirées de ce fonds Pergaud, qui se trouve en partie aux archives de l'État de Neuchâtel, en partie encore en main privée, et qui couvre de manière très dense le consulat et l'Empire. Je parle d'environ 4000 lettres, plus des journaux de voyage, plus des journaux personnels, plus des ouvrages rédigés en vue d'une publication à l'époque. Ce sont des citations que je vous livrerai comme une espèce de bande originale, le son en moins. Et nous allons voir un peu la part du hasard dans les destinées dont nous allons parler, le jeu des occasions saisies, manquées. Nous dégagerons peut-être aussi certains maillons des événements que l'esprit d'abstraction a tendance un peu à couvrir et à expliquer de manière schématique. Mais d'abord, le cadre historique. La petite principauté de Neuchâtel, c'était à l'époque une sorte d'îlot aux institutions encore complètement féodales. Sa carte complexe est parsemée de bourgeoisie, de châtellenies, de seigneuries et de communes montagnardes plus ou moins libres. La dynastie régnante, c'est celle des Brandebourg. Le roi de Prusse est donc prince de ce pays en union personnelle. Attention, Neuchâtel n'est pas prussien, mais le roi de Prusse en est le prince. Le prince se fait représenter par un gouverneur qui laisse l'essentiel du pouvoir aux mains de l'aristocratie locale. Et depuis le XVIe siècle, cette principauté est également membre de la Confédération suisse avec un statut mineur d'allié. Vous voyez dans cette carte, à l'est, deux surfaces blanches, deux petites monarchies, en haut l'évêché de Bâle, le prince-évêque de Bâle, et en dessous la principauté de Neuchâtel. Pendant les guerres révolutionnaires, Neuchâtel jouera de sa double appartenance pour rester hors des conflits. Alors, lors de la guerre de la première coalition, Neuchâtel insistera sur son caractère suisse. Mais lorsque les troupes du Directoire envahiront la Suisse, Neuchâtel marquera le caractère prussien de son prince. C'est une politique de balancier, mais qui montre vite ses limites, parce que Napoléon a déjà jeté son dévolu sur la principauté. Elle n'est pas de première importance stratégique, mais Talleyrand, qui est bien renseigné par son ami, le banquier Pergaud, insiste dans un rapport de mars 1801 au premier consul sur l'intérêt d'adjoindre Neuchâtel au territoire de l'ancien évêché de Bâle, déjà annexé en 1798. Leur possession permet de contrôler une grande partie de la route qui mène de Bâle à Genève ou au Grand Saint-Bernard. Mes amis français qui aujourd'hui encore partent d'Alsace pour aller dans le sud aiment prendre l'autoroute qui longe le lac de Bienne et le lac de Neuchâtel. C'est cette route-là. Napoléon effectue un premier pas le 19 février 1803 lorsqu'il proclame l'acte de médiation. Comme on le sait, c'est un acte qui pacifie la Suisse en lui rendant une structure fédérale, mais Neuchâtel n'y est pas inclus et par conséquent séparé de la Confédération. Après Austerlitz, la principauté tombe comme un fruit mûr. En décembre 1805, par le traité de Schönbrunn, la Prusse cède Neuchâtel et quelques territoires allemands à la France et reçoit en échange le Hanovre ainsi que les autres possessions anglaises en Allemagne. De la part du roi de Prusse, cette cession est un parjure. L'avènement d'un prince neuchâtelois s'inaugurait par la prestation de serments réciproques et le prince donnait alors sa parole de ne jamais aliéner le pays. Les élites neuchâteloises se souviendront de cette forfaiture. Parlons maintenant de la prise en main de Neuchâtel par la France et surtout par Berthier. Dans l'historiographie de l'Empire napoléonien, la Prusse fait souvent figure de parent pauvre. On en parle peu. C'est certainement à cause de sa situation à flanc de coteau, de sa structure morcelée, mais aussi parce que l'acte de médiation renvoie largement les cantons à leur autonomie et à leurs affaires intérieures. Ce n'est pas le cas pour Neuchâtel. Le 18 mars 1806, à la tête de 5000 hommes, le général Oudinot occupe ce petit pays. On s'attendait donc peut-être à une résistance avec 5000 hommes. Le jeune Charles de Pergaud consigne cette arrivée jour par jour. Mais contrairement aux craintes qui s'expriment dans ce petit texte, la prise en main de la principauté se passe très bien. Napoléon avait ordonné à Oudinot d'y mettre les plus grands ménagements, c'est sa formule même, et celui-ci le fait de telle manière qu'à son départ, les Neuchâtelois lui offrent la bourgeoisie de la ville. Oudinot avait en fait exercé une discipline très stricte. Il avait demandé à Napoléon d'approvisionner les troupes françaises par la France, donc Neuchâtel n'a pas été pillé. Et 12 jours plus tard, Berthier est élevé à la dignité de prince de Neuchâtel.
Pour la famille Pergaud, la situation est prometteuse. Depuis le XVIIe siècle, c'est une famille qui joue la carte française, selon un schéma de carrière qui se répète de génération en génération. Pour les fils de la famille, elle débute par le service dans un régiment suisse au service de la couronne. Vous avez ici une aquarelle de la compagnie Jacobel, celle-là même dans laquelle a servi Charles-Albert Pergaud, le frère cadet du banquier. Et une fois rentrés au pays, ils occupent des places d'officiers dans les milices locales, et probablement d'espions pour la France. Cette francophilie, évidemment, les a rendus suspects au monarque prussien, et Charles-Albert Pergaud est décidé à promouvoir sa carrière, à profiter de la situation. Muni de lettres de recommandation de son frère aîné, le banquier, il se propose pour faire partie de la délégation neuchâteloise venue présenter ses hommages au prince Berthier, qui se trouve alors à Munich. Charles-Albert connaît le roi de Bavière, Maximilien Ier, qui vient d'être élevé à sa dignité. Il l'a côtoyé sous l'Ancien Régime, alors qu'il était prince héritier de l'électorat de Bavière, dans le régiment royal des Deux Ponts. Il servait dans ce régiment-là. Et c'est fort de cette amitié que Charles-Albert se présente au prince Berthier, qui est lui-même fraîchement marié à une princesse bavaroise. On est donc presque en famille, et Charles-Albert s'impose comme un homme de confiance. Berthier ne se rendra jamais à Neuchâtel. Il est trop occupé par sa charge de chef d'état-major des armées impériales, mais c'est un homme méthodique et qui prévoit de visiter sa principauté. En attendant, il gouverne à distance et on compte 200 décrets de sa main pour les 2 premières années de son règne. Pour le représenter, il choisit plusieurs personnalités. La principale est François de Lesperru, ancien secrétaire général du ministère de la Guerre. C'est un peu un spécialiste d'aménagement de fiefs d'empire. Sur ordre de Berthier, il met en œuvre la rédaction d'un rapport circonstancié sur l'état du pays. C'est un rapport précieux pour la recherche historique qui a été l'objet d'une récente édition commentée que je ne peux recommander pour toute bibliothèque qui s'intéresse à Napoléon. Lesperru, à mon avis, mériterait une biographie. C'est un excellent administrateur et comme vous l'avez vu, il a transformé plusieurs fiefs d'empire. C'est aussi un homme, c'est assez rare dans des écrits administratifs d'avoir un homme aussi charmant, extrêmement attentionné, très aimable. C'est un plaisir de lire ses lettres. Comme Napoléon, Berthier s'intéresse avant tout aux finances, aux affaires militaires et aux travaux publics. Les structures d'Ancien Régime, par contre, restent inchangées. Les pouvoirs en place sont confirmés, on ne proclame pas de constitution, on n'introduit pas le code civil, à la grande déception des sympathisants de la Révolution, qu'on appelait les Jacobins, qui étaient actifs dans les montagnes horlogères. L'aristocratie locale en est évidemment très reconnaissante et se montre coopérative. L'homme politique neuchâtelois le plus influent à cette époque est Georges de Rougemont, un magistrat dont le cousin, Denis de Rougemont, est un actionnaire important de la Banque de France, toujours les banques. Charles-Albert Pergaud accède au gouvernement, qu'on appelle Conseil d'État à Neuchâtel, où on lui confie le dossier militaire. Il est également anobli. L'ascension de la famille est donc accomplie. Pour augmenter les revenus du prince, on abolit les dernières servitudes que l'on remplace par des impôts, on procède à des aménagements urbains, l'on relie les montagnes au littoral par 2 routes, l'on crée une régie des postes et un corps de gendarmerie et une compagnie d'assurance immobilière voit le jour. C'est pourquoi, à Neuchâtel, sur la place principale de la ville, encore aujourd'hui, vous pouvez admirer les armoiries du prince Berthier qui ornent le bâtiment qui était autrefois le siège de la chambre d'assurance immobilière. Je ne sais pas si c'est si fréquent que ça, de voir des armoiries napoléoniennes en exergue sur une place publique. En tout cas, en Suisse, c'est rare. Pourtant, ces mesures ne compensent pas la nouvelle situation douanière. Neuchâtel est un État théoriquement souverain, donc coupé de la Suisse autant que de l'Empire. Cela crée des graves difficultés pour l'industrie des toiles peintes, les indiennes, ainsi que pour l'horlogerie. Berthier n'obtient aucune concession de l'empereur, qui préfère favoriser la protection textile en France, qui est leur premier secteur de l'industrie. Et plusieurs propriétaires de maisons de commerce tentent de contourner les difficultés en s'installant à Paris. On les y retrouve groupés autour du banquier Pergaud, bien sûr, et de l'horloger Abraham-Louis Breguet, un Neuchâtelois naturalisé français. Ce nom, bien sûr, vous dit quelque chose. Mais c'est l'impôt du sang qui a finalement pesé sur ce petit pays et qui l'a rendu le régime impopulaire.
Napoléon impose directement, contre la volonté de Berthier, la création d'un bataillon du Prince à l'idéal effectif de 980 hommes. Le jeune Charles de Pergaud en fait partie, et au moment où Berthier l'appelle comme sous-lieutenant, il n'a pas encore 16 ans. Nous allons maintenant revenir à Paris et nous consacrer au banquier. Comme je l'ai dit, sa carrière est faite, mais nous allons parler de sa fin et de sa succession, qu'on peut, sans exagérer, appeler une succession escamotée. J'aime bien ce portrait attribué à Jean-Frédéric Pergaud, ce petit air matois lui va très bien. On connaît bien sa carrière. C'est un banquier spécialisé en transactions confidentielles qui a su se rendre indispensable aux différents régimes français. Il est aussi banquier des émigrés ainsi que de nombreuses personnalités anglaises dont il finance allègrement les espions. Ces lettres contenues dans le fonds Pergaud montrent clairement qu'il se sert de ses intermédiaires neuchâtelois pour traiter avec des partenaires commerciaux anglais. Depuis 1798, il est un proche de Talleyrand et son salon est un point de chute obligé pour les touristes anglais en visite à Paris. Il existe des guides de l'époque déjà qui disent « Ne manquez pas d'aller saluer M. Pergaud ». Il y mène une vie mondaine, aime le théâtre, l'opéra et la galante compagnie, ce qui choque beaucoup sa parenté neuchâteloise. Vous avez ici quelques remarques du frère et de son neveu au sujet du train de vie de l'oncle. J'aime beaucoup dans la phrase du milieu l'incise « dit-il ». Le 23 février 1806, Pergaud crée une nouvelle société. Avec son associé Jacques Laffitte, c'est un capital social, avec un capital social qui se répartit pour 3 quarts à Pergaud et 1 quart à Laffitte. Contrairement à ce qui a parfois été écrit, Jean-Frédéric Pergaud n'a pas été en mesure de fixer les termes de sa succession. Des troubles physiques et mentaux, dont les premiers signes apparaissent au cours de l'année 1806, lui font perdre la main au profit de son associé Laffitte, qui ne manque pas de saisir sa chance. Les lettres d'Hortense Marmont, donc la fille du banquier, à sa parenté neuchâteloise, ne laissent aucun doute à ce sujet. Elles brossent un tableau précis de la déchéance de son père. À partir de la fin de l'année 1806, il est atteint d'accès de fureur de plus en plus paranoïaques. Il casse des meubles. Au printemps 1807, il effectue un voyage à Neuchâtel, son lieu d'origine, sentant sa fin proche. Une lettre à son frère, écrite de sa main en juin 1807, montre une écriture altérée et contient des phrases parfaitement incompréhensibles. En outre, il ne reconnaît plus son entourage. Il meurt en février 1808 dans son château de Viry-Châtillon dans l'Essonne, soigné par sa fille, certainement pas, comme le veut une légende, en contemplant le portrait de la Dutée et la célèbre courtisane. Il n'est certainement plus en état de le faire. Au cours de funérailles nationales, il est enterré au Panthéon et il laisse une fortune personnelle de 3 millions de francs à côté de ses biens immobiliers. On a déjà remarqué plusieurs fois que c'est un peu moins qu'on pourrait penser quand on pense à l'influence que la banque a exercée. Mais il faut aussi voir dans sa succession, il y a énormément de produits, ce qu'on pourrait appeler des produits de luxe, une cave de premier ordre, beaucoup d'œuvres d'art, beaucoup de manufactures de porcelaine de Sèvres et des choses comme ça. Donc il se pourrait bien qu'il ait utilisé une partie de sa fortune aussi pour un train de vie très représentatif. Alors, un testament holographe du banquier, rédigé en 1805, prévoyait la création d'une société intitulée Pergaud et compagnie. Laffitte et 2 neveux de banquier en auraient été les gérants. Ils auraient été détenteurs de parts égales du capital social, un dernier quart allant quelque employé de la maison. Le capital en aurait été de 600 000 francs, prêté par le fils et la fille du banquier qui aurait hérité de sa fortune et de ses biens personnels. À en croire nos sources, Jean-Frédéric voulait mettre ses enfants Hortense et Alphonse à l'abri des risques liés au monde bancaire. Mais Laffitte a un autre but. Il veut prendre la banque en main et en augmenter le capital. Pour cela, il faut exclure les neveux et intégrer beaucoup plus largement l'héritage des enfants du banquier dans le capital social. Laffitte arrive à pousser ceci dans ce sens. Lors d'un conseil de famille du 29 décembre 1807, alors que l'homme banquier a déjà entièrement sombré dans la démence, une nouvelle société est créée sous le nom de Pergaud, Laffitte et compagnie. Laffitte en est le seul gérant. Il détient la moitié des actions, le reste allant à parts égales au fils d'Alphonse et à la fille du banquier Hortense. Ceux-ci fournissent une commandite d'1 million de francs chacun.
Laffitte s'engage à verser l'autre moitié, c'est-à-dire 2 millions qu'il ne possède pas. Il y a certainement un pari sur des gains futurs dans ces chiffres, qui illustre bien l'esprit de risque de Laffitte. Alphonse, le fils de son côté, est toute sa carrière de haut fonctionnaire dans le ministère des Finances. Cet homme affable devient chambellan de l'empereur en 1808 et en obtient le titre de comte. Il n'a pas la carrure de son père et, je cite, aucun goût pour la banque, comme le remarque son cousin Charles. Il ne joue plus que des rôles secondaires dans la société. À partir de ce coup de poker, c'est Laffitte qui a peut-être été l'amant d'Hortense qui mène les affaires. Les deux enfants se sont largement placés en dépendance de ses capacités et cette dépendance durera de société en société jusqu'à la faillite de la banque Laffitte sous la monarchie de Juillet. Les frères du banquier et ses neveux, tous exclus, sont dotés d'une rente qui, grâce aux relations de la maison, leur offre quand même une grande mobilité dans l'Europe. Je vous montre une deuxième fois la généalogie pour nous permettre de sauter un peu et de voir la branche neuchâteloise. Nous allons parler d'Alexandre Charles, ou plutôt de Charles. J'appellerai ce chapitre « L'habileté de Charles » ou le début d'une grande carrière militaire. Le jeune homme sert comme officier dans le bataillon neuchâtelois. En 1809, dans une lettre à son père, il exprime son dépit de servir dans une unité aussi peu aguerrie. Je n'ai pas le temps de vous la montrer, mais il y a une lettre assez amusante où il parle d'une revue improvisée devant l'empereur. Rien ne marche, il fonce contre un arbre, c'est la gabegie totale. Et à la fin, Napoléon dit qu'il est très content et s'en va. Il veut servir dans un régime français et l'occasion lui en sera bientôt donnée, une fois grâce au puissant réseau familial. Dans une lettre à son père, datée du 30 mai 1809, d'Ebersdorf, 8 jours après la bataille d'Essling, il relate l'entrevue qu'il a su ménager avec le général Oudinot. Je vous prie d'excuser la longueur du texte que je vous présente ici, mais je crois qu'il en vaut la peine par sa fraîcheur et surtout parce qu'il témoigne précisément d'une de ces occasions saisies qui a finalement été un tournant pour une carrière importante. Le général Oudinot, chez qui nous avons été hier encore, et à qui j'ai fait ce matin une visite particulière, m'a demandé si j'avais vu la proclamation du général Marmont. Je lui ai répondu que non, et me suis informé en même temps s'il avait marché avec son corps. Comment m'a-t-il dit, il est à 6 lieues d'ici, et je suis en correspondance avec lui? Mon général, je désirerais beaucoup lui être présenté. Cela va sans dire. Tenez, je m'en vais lui écrire aujourd'hui pour lui parler de vous. Donnez-moi une lettre et je la ferai passer. Mon général, permettez-moi de vous observer que je n'ai jamais eu l'honneur de vous voir. Je ne sais pas si je peux lui écrire. Il a paru fort étonné que je ne le connusse pas et m'a répondu. Eh bien, je vais lui écrire, moi. Dans 2 ou 3 jours, j'aurai la réponse. Sans le savoir, venez me voir, mangez ma soupe, pardieu, venez. Et alors, si Marmont est plus rapproché, je demanderai au prince de vous permettre d'aller le voir. Et si vous n'avez pas de cheval, je vous en donnerai un. Je l'ai beaucoup remercié et lui ai dit, Général, je vais de ce pas écrire à la duchesse pour lui prier de demander à Marmont que je suis ici. Oui, faites cela. Vous allez devenir son aide de camp. Mon général, mais par Dieu, il n'y a pas de doute, il vous prendra pour aide de camp. Charles s'est montré habile. Il affirme qu'il ne connaît pas Oudinot, ce qui est faux, puisqu'il lui a été présenté lors de la prise en main de la principauté de Neuchâtel. Mais il pousse ainsi Oudinot à s'adresser lui-même à Marmont. Il fait également appel aux liens qui unissent le couple Oudinot, par la pension Compan, à sa cousine germaine, la duchesse de Raguse, Madame Marmont. Et cela porte ses fruits. Après la bataille de Wagram, il se retrouve aide-de-camp de Marmont, qui vient d'être nommé maréchal. C'est le début d'une grande carrière militaire. Lors de ma visite de la salle Marmont au musée régional de Châtillon-sur-Seine, je suis tombé sur une remarque précisant que Marmont entretenait des relations d'amitié avec les officiers de son état-major. Cela semble avoir été le cas pour Charles. Le maréchal Marmont l'associe aux travaux de chimie auxquels il se consacre. En observateur aigu, Charles Pergaud nous livre quelques portraits circonstanciés de ses contemporains, en particulier du couple Marmont, dont il observe l'aliénation croissante. Et nous allons justement parler maintenant de la personne de notre duchesse préférée, celle que nous connaissons le moins, la duchesse Hortense, née Hortense Pergaud. La duchesse de Raguse a souvent été maltraitée dans les ouvrages consacrés à la société du Premier Empire. On n'y trouve qu'une femme gâtée, dépensière, préoccupée par les fêtes et la mode. Son image a principalement été construite par les mémorialistes, parmi eux la duchesse d'Abrantès, Victor de Chassenay, Jean-Jacques Kuhlmann.
Et le plus assassin d'entre eux n'est autre que le maréchal Marmont lui-même. Dans ses mémoires, il règle ses comptes de manière peu galante. Il cite même des conversations du couple. Enfin, c'est pas très beau à lire. Mais si le terme de gâté comporte un jugement moral péremptoire, sa portée informative reste très floue. On retrouve quelques 500 lettres écrites par la duchesse dans le fonds de famille Pergaud. Il s'agit là d'une concentration exceptionnelle pour cette personnalité de documents autographes, une concentration qui n'a encore jamais été explorée. Dans sa correspondance neuchâteloise, Hortense s'exprime librement, détachée des contraintes liées à sa position parisienne, particulièrement envers sa tante Charlotte Pergaud, née Gaudot, sa confidente. On y découvre une personnalité cultivée, sensible, émotive, d'une intelligence vive qui place l'amitié très haut. Elle dispose d'un vaste réseau de relations, dont une part importante a été tissée au pensionnat des jeunes filles de Madame Campan, je viens de citer avant, l'ancienne femme de chambre de Marie-Antoinette. Le banquier, devenu veuf, alors que sa fille n'a que 15 ans, y avait placé Hortense, où elle avait d'ailleurs été élevée dans la religion catholique, contrairement à son père qui est resté protestant. Elle y est devenue une amie intime d'Hortense de Beauharnais, de sa cousine Émilie-Louise de Beauharnais, la future épouse du comte de La Valette, chef des postes. Ce qui lui fait croire d'ailleurs que ses lettres ne sont jamais ouvertes. Je ne suis pas sûr qu'elle... Je me demande s'il ne faisait pas un peu trop confiance, mais ça rend sa correspondance intéressante dans la mesure où elle croit pouvoir parler en toute liberté. Sa fidélité au clan Beauharnais est de caractère plus personnel que politique. Hortense a également côtoyé Adèle de Macdonald, fille du futur maréchal, qui deviendra l'épouse de son frère Alphonse, ainsi qu'Élise Oudinot, qui est, comme nous l'avons vu, un ami fidèle. Lorsqu'Hortense épouse le fringant colonel Marmont en 1798, elle entre dans l'intimité des Bonaparte. Hortense devait accompagner Joséphine en Égypte, mais celle-ci renonce. Hortense partage la déception de Marmont de ne pas avoir été compris lors de la première promotion des maréchaux et de n'avoir reçu aucun rôle lors de la cérémonie du sacre. Elle en parle dans ses lettres. Mais elle prend vite ses distances par rapport à la chasse aux honneurs à laquelle se livre son mari, dont la vanité est visiblement sans mesure. Ni son milieu d'origine, ni son tempérament ne l'y disposent. Lorsqu'Hortense accompagne son mari en Hollande, où il commande la deuxième armée destinée à l'invasion de l'Angleterre, elle prend la mesure de ses infidélités. En 1804, ses lettres évoquent une explication franche. Elles ne parleront désormais plus que du général Marmont, plus tard du maréchal. Les premières ardeurs se sont éteintes, mais il reste une communauté d'intérêts qui sera le théâtre de ruptures et de réconciliations successives. Hortense vit à Paris dans son hôtel rue du Paradis, qui est un bien d'hôtel de son père. Je cite, « claquemurée de manière désagréable », comme elle l'écrit elle-même, par la surveillance jalouse de son mari. J'ai choisi cette photo parce que c'est celle qui ressemble plus à l'état de l'époque de cet hôtel. Maintenant, cet hôtel a été surélevé d'un ou deux étages, si je ne me trompe pas. En avril 1807, son père lui met son château de Viry-Châtillon à disposition, où elle reçoit une riche société. Ce château a fait place à un lotissement vers 1950. Il n'en subsiste qu'un petit pavillon néogothique. Elle y fait d'ailleurs venir des vaches de Suisse, toute une transhumance il faut que les barrières correspondent exactement aux barrières des cantons suisses. Un berger, elle y fait construire une étable qui doit aussi être exactement celle qu'elle a vue au Simmental. Donc, si vous passez par cette région avec une vache vous regarde d'un œil profond, vous y découvrirez peut-être une nostalgie des massifs alpins suisses. Hortense, consciente du poids de sa fortune, agit en véritable femme d'influence. Toujours au courant des évolutions diplomatiques et militaires, elle défend les intérêts de son mari, qui ne passe que 6 semaines à Paris en 1804 et 1814. Ce n'est pas beaucoup pour un couple. Citons en exemple un document que j'ai trouvé dans les archives Marmont de Châtillon-sur-Seine. Celui-ci date de mai 1812. Il atteste les efforts de la duchesse auprès du ministre de l'administration de la guerre pour récupérer les venus des fiefs silésiens du maréchal à mesure que la grande armée progresse. Hortense se consacre également aux carrières de ses neveux. Elle écrit par exemple à Cambacérès pour obtenir une place d'auditeur pour l'aîné. Et enfin, elle sert d'intermédiaire confidentiel entre le Conseil d'État neuchâtelois et le prince Berthier. Elle ménage des entrevues discrètes, par exemple avec la marquise Visconti, maîtresse du prince. Les difficultés du couple Marmont.
Les infidélités réciproques du couple sont connues. On connaît au moins un enfant naturel de la duchesse, né en 1807, un certain Jacques Valbert Chatry de la Fosse, que la duchesse a plus tard désigné comme son légataire universel. Si les rares renseignements que j'ai pu glaner sont justes, tous les documents que celui-ci possédait ont disparu, se sont évanouis. Les mémoires de Marmont et de Lavalette s'accordent sur une remarque de l'empereur lors d'une entrevue avec Marmont après la bataille de Znaïm en juillet 1809. L'empereur, renseigné par Fouché de l'infidélité d'Hortense, aurait conseillé le divorce au maréchal, en insistant sur le fait qu'il n'aurait pas d'enfant d'elle. Lavalette impute cette remarque à l'intention de l'empereur de répudier Joséphine. Mais on peut supposer aussi que l'empereur disposait d'informations fraîches. Les archives neuchâteloises conservent les traces d'un voyage en Suisse que la duchesse effectue avec sa tante Charlotte Pergaud en 1809. Une fin abrupte de ce voyage chez un médecin genevois très réputé permet de supposer une deuxième grossesse. Ce souci, elle partageait ses soucis des accouchements clandestins avec Hortense, pour laquelle d'ailleurs elle fait tracer par sa tante Charlotte Pergaud des itinéraires incognito en Suisse. Et la duchesse de Réguse a certainement rendu visite à la reine Hortense peu avant la naissance du futur duc de Morny. Et cela permettrait aussi, cette remarque de l'empereur, et cette découverte de cette grossesse à Genève, de contextualiser une anecdote qui a la vie dure depuis que Jean Lemaire l'a évoquée dans son étude biographique. Alors c'est une des premières études biographiques consacrées à la duchesse de Réguse qui malheureusement ne cite jamais ses sources. Marmont, revenu en incognito d'une campagne, aurait découvert dans l'hôtel parisien du couple des preuves de l'infidélité de sa femme. Au moment où celle-ci arrivait de son château de Viry, il aurait intimé l'ordre de rebrousser chemin. Une lettre du 12 octobre 1809 d'Hortense à sa tante fait écho à cette historiette. Elle a reçu une lettre de son mari qui l'avertit de son retour à Paris, mais qui ne lui annonce, je cite, « ni amour ni paix ». Heureusement, à peine Marmont rentré, l'empereur l'appelle à lui et l'informe qu'il est nommé gouverneur général des provinces illyriennes, avec plein pouvoir, destination pour laquelle le maréchal s'embarque le 4 novembre 1809. Le couple se sera donc revu pendant 2 ou 3 semaines tout au plus. C'est des retrouvailles qui s'annonçaient orageuses et qui se terminent par une réconciliation provisoire. Hortense promet de rejoindre son mari à Laibach, la capitale que Marmont a choisie, Ljubljana, comme on dit. Mais Hortense se montre peu empressée de rejoindre le maréchal. La duchesse répond aux lettres de son mari en invoquant les nombreuses commissions dont celui-ci l'a chargée. Rapidement, le maréchal hausse le ton. Par 2 lettres, il annonce son intention de divorcer et enjoint sa femme d'aller chercher dans sa famille neuchâteloise les papiers nécessaires, ce qui équivaut à une menace d'exil de Paris. L'ultimatum est-il à prendre au sérieux? Le Code civil interdit un divorce à distance, et on sait que l'empereur n'en veut pas dans son entourage. De plus, Marmont est par mariage co-commanditaire de la société Pergaud-Lafitte et compagnie, ce qui lui permet de financer à Laibach son train de vie de satrape oriental. Pour ne pas être mise dans son tort au regard de la loi, la duchesse se met en route avec une petite cour. En passant par Milan et Trieste, le groupe rejoint Ljubljana. Rapidement, le voyage tourne au désastre pour la duchesse. Ses amis lui manquent. Elle est une femme d'intérieur. Le rôle de représentation qu'on lui demande est au-dessus de ses forces et ne l'intéresse absolument pas. Vous savez peut-être que Marmont, lorsqu'il a pris possession de son palais à Laibach, est entré par un carrosse tiré par 12 chevaux. C'est pas pour rien que Napoléon l'appelait Marmont Ier. Elle n'a rien que faire de ça. Elle ne peut plus s'entendre avec son mari, leurs habitudes sont devenues incompatibles. De son côté, Charles fait remarquer que le maréchal ne sait pas parler à sa femme. Il manque de tact. La duchesse ne trouve aucun charme au pays, elle tombe malade, elle accompagne son mari lors d'un voyage d'inspection en Croatie, mais il faut dire honnêtement que ces lettres ne rendent pas justice aux travaux que Marmont entreprend avec un réel talent d'organisateur. Charles, de son côté, qui a été assigné à accompagner sa cousine, apprend rapidement l'illyrique, donc le serbo-croate, comme Marmont l'a ordonné à ses officiers, soucieux de construire une sorte d'identité nationale dans les provinces. Charles va retenir cette leçon. Lorsque, sous la monarchie de Juillet, il participera en tant que maréchal de camp à la conquête de l'Algérie, il apprendra l'arabe. Finalement, Marmont se décide à autoriser le retour de sa femme à Paris pour la fin de février 1811. Il est lui-même rappelé d'Illyrie peu après. Le couple ne se reverra que très brièvement à Paris.
Marmont étant nommé fin avril commandant en chef de l'armée du Portugal en remplaçant Masséna, et il emporte Charles, son aide de camp, avec lui. Suivons un moment Charles. Il suit Marmont au Portugal et en Espagne. Mais après la désastreuse bataille des Arapiles du 22 juillet 1812, au cours de laquelle Marmont a été grièvement blessé, celui-ci se retire un temps sur Bayonne. La duchesse les rejoint d'ailleurs pour assurer ses soins. Comme je vous l'ai dit, une certaine communauté d'intérêt subsiste et elle a le sens d'une loyauté. Donc elle s'occupe de son mari. En janvier 1813, en préparation de la campagne d'Allemagne, Marmont est investi du commandement d'un corps d'armée. Au cours des batailles de Lützen et de Bautzen, le jeune Charles a 2 chevaux tués sous lui. 10 jours après, lors d'une reconnaissance, il est fait prisonnier par un escadron de Cosaques. Commence alors une captivité bien surprenante pour ce jeune capitaine. À la demande des autorités prussiennes, Charles leur est remis pour être fixé à Silberberg, c'est une place forte de Basse-Silésie, aujourd'hui polonaise. Il y reçoit le statut de prisonnier sur parole, libre de ses mouvements dans la petite ville. Ce capitaine âgé de 22 ans devient l'objet d'une attention spéciale de la part du camp des Alliés. Nous en trouvons les traces dans un bref document autographe résumant les comptes de sa captivité. J'ai souligné quelques noms. En premier lieu, Henri de Béglin, c'est un intime du chancelier prussien Hardenberg, qui lui fait parvenir une avance à rembourser par la banque Pergaud et Lafitte. Hardenberg lui-même reçoit Charles à sa table. Simon Moritz von Bethmann, dont vous voyez aussi le nom, banquier allemand, est consul général du Tsar auprès de la Confédération du Rhin. Les comptes indiquent qu'il a effectué un paiement pour le compte de Marmont grâce à l'entremise de Nesselrode, ce diplomate qui représentera plus tard la Russie au Congrès de Vienne. Vous allez voir, nous allons vite retrouver Nesselrode. Ce sont des anciens liens entre Nesselrode et la famille Pergaud. Lorsqu'il était en mission diplomatique à Paris en 1810, il a mis à peu près 30 à 40 000 francs à disposition de la banque Pergaud et Lafitte. Peut-être qu'il a été alerté par son ancien collègue, le diplomate Godot, oncle de Charles. Il adresse une lettre très flatteuse au prisonnier et lui propose ses services. Un an plus tard, ces relations porteront d'autres fruits. Vous voyez encore le nom de Madame Eichborn de Breslau, issue d'une dynastie des banquiers des rois de Prusse, qui s'entremet pour le compte du duc et de la duchesse de Raguse. Il nous reste encore le nom de Balabene, une importante maison impliquée à Prague, qui garantit un paiement du père de notre prisonnier. Comme on le voit, la famille Pergaud a le bras long, son réseau est à son apogée. D'ailleurs, il reçoit beaucoup trop d'argent, il prête à peu près le tiers de ce qu'il a reçu à d'autres prisonniers. Pourquoi toute cette attention ? L'on sait que le roi de Prusse s'est décidé à récupérer sa principauté. Un acte de clémence envers ce jeune homme prometteur serait d'un excellent effet. En octobre, Charles est libre de rentrer à Neuchâtel, après avoir donné sa parole d'honneur qu'il ne reprendra pas les armes tant que durera cette guerre. Lors de ce séjour à Neuchâtel, au cours duquel il s'ennuie d'ailleurs épouvantablement, il apprend qu'il a été fait chevalier de la Légion d'honneur. Cette pause forcée est probablement une chance pour sa carrière. Il ne sera mêlé ni au déshonneur de son maître, ni à la défaite. La chute de l'Empire va être l'heure des choix pour les membres de la famille Pergaud et aussi l'occasion d'une certaine dissolution du clan. La défection de Marmont à Essonne, avec son corps d'armée, y est pour beaucoup. Récapitulons brièvement les événements qui ont tant fait couler d'encre, en tenant compte du point de vue de la famille Pergaud. Les pourparlers conduisant à la capitulation de Paris ont lieu dans l'hôtel Marmont-Pergaud, rue du Paradis. Nous y retrouvons Nesselrode, celui dont on parlait avant, avec son collègue Orlov, le 30 mars 1814. Lafitte et Alphonse Pergaud sont également présents et plaident la limitation des dégâts. Ils cherchent à sauvegarder les biens de leur société et ceux de la Banque de France. On sait qu'ils ont entrepris une démarche auprès du Tsar pour la Banque de France. Selon les mémoires de Lafitte, Alphonse ravive une amitié de son père et fait la navette en cet hôtel et celui de Talleyrand, qui prépare le retour des Bourbons. Finalement, Talleyrand lui-même apparaît rue du Paradis. Il est très possible qu'au cours de son entrevue avec Marmont, le prince lui a fait entrevoir un grand rôle s'il consentait à abandonner son maître. Le jour de la capitulation de Paris, la duchesse de Raguse et quelques amis rejoignent leur amie, la reine Hortense, qui se trouve en fuite à Rambouillet, dans le but de lui redonner confiance dans la fortune de l'empereur qui viendrait dégager Paris. Cette visite est évoquée dans les mémoires de la reine Hortense et celle de son amie Louise Cochelet.
Visiblement, les époux Marmont sont engagés dans des voies très différentes. Et cette divergence va encore s'aggraver. Les ouvrages biographiques ont coutume d'écrire que la rupture du couple s'est effectuée à partir d'une divergence d'opinion politique. Il aurait passé du côté des Bourbons, elle serait restée bonapartiste. C'est beau comme du Dumas, mais un examen détaillé des écrits personnels de la duchesse permet une approche un peu moins schématique. Il est utile de jeter un regard précis sur le cadre géographique de la défection de Marmont. Lorsque, le soir du 3 avril 1814, celui-ci rédige une lettre au prince Schwarzenberg pour lui proposer une convention secrète, son quartier général se trouve à Essonne, à 5 ou 6 kilomètres à vol d'oiseau du château de Viry. Hortense s'y trouvait à ce moment-là. D'une manière ou d'une autre, le couple était certainement en relation. Je m'imagine la duchesse s'inquiétant du sort de son amie, la reine Hortense, pendant que son mari, tout près d'elle, prépare ce qu'il faut bien appeler une désobéissance aux ordres et une entente avec l'ennemi. Peut-être que la duchesse, en toute ignorance de cause, était même en charge de quelques commissions ou de réceptions. On a beaucoup écrit sur les possibles motivations du maréchal. Marmont et nombre d'auteurs à sa suite ont évoqué l'intérêt supérieur de la patrie, les circonstances politiques changées, mais envers l'empereur, il s'agit bien d'une trahison. Une trahison, ce n'est pas simplement un changement de camp, mais bien un acte irrémédiable dont les conséquences performatives sont hautement corrosives, aussi bien sur le plan politique que moral. La duchesse en fait cruellement l'expérience. Elle, qui en a peut-être été l'instrument involontaire, se considère également comme trahie. Une lettre qu'elle écrit à son oncle, Charles Albert, le frère cadet du banquier, vous la voyez là, un extrait. « Je n'ai pas dû surtout être la victime de toutes les passions mises en jeu et excitée pour les calculs d'intérêt personnel. J'ai été, je le sais bien, sacrifiée à la plus indigne trahison. » La duchesse est profondément blessée et indignée. Le déshonneur de son mari rejaillit sur elle et sur ses amitiés. Dans une lettre de son oncle, elle dit « Je subis des avanies du fait d'un autre. » Elle partage la honte de son mari et sa trahison lui cause un tort personnel immense. Hortense veut rapidement prendre ses distances. Elle a peut-être insisté entre une demande de divorce, hésité entre une demande de divorce, qui était encore possible en 1814, ou une séparation de corps et de biens. Sa parenté neuchâteloise est peu compréhensive du drame personnel d'Hortense et tente de l'en dissuader. En séjour à Paris, Charles Albert note à propos de sa nièce « La maréchale se perd. On la voit peu à la cour et elle sera mal reçue par la duchesse d'Angoulême. » On lui envoie divers émissaires, par exemple Bourrienne, l'ancien secrétaire de Napoléon rallié aux Bourbons, qui avait déjà participé au débauchage de Marmont. Il se rend fréquemment chez la duchesse. En août 1814, Louis XVIII lui-même intervient. Elle lui envoie son confident, le marquis de Blacas, pour de longues entrevues. Et Charles Albert, son oncle, raconte qu'il voulait rendre visite à la duchesse et il voit le carrosse du roi et on lui apprend que le marquis de Blacas parle avec la duchesse, il entend la duchesse pleurer tout le temps. Et il y a une courte phase de réconciliation, mais Marmont quitte vite l'hôtel de la rue du Paradis. C'est bien lui qui doit partir. C'est un bien total de la duchesse. Il s'établit dans une maison située 74 rue de Bourbon, aujourd'hui je crois rue de Lille. Sur un ton résolu, Hortense écrit à son oncle « Mon sort est fixé. Il faut en prendre son parti et ne point jeter une loupe et l'œil en arrière. J'aurais eu des regrets à la perte d'une affection. Je ne puis être touché par des calculs d'ambition et d'amour-propre. Cet événement est fâcheux pour moi, insultant pour les miens, mais en l'envisageant dans son véritable point de vue, il reste encore assez de compensation pour y jouer le beau rôle. » En été 1815, une séparation de biens s'amorce. Hortense prie son oncle Charles d'Albert d'assister en tant que proche parent à un conseil de famille. Cette instance est prévue par les articles 405 à 426 du Code civil. Au cours de celui-ci, le maréchal demandera la levée au profit de la duchesse des hypothèques qu'il a opérées sur ses biens. Hortense s'appuie ici sur les dispositions du Code civil qui prescrivent l'inaliénabilité des biens d'auto et qui interdisent en principe de les hypothéquer. Pour la duchesse, il ne s'agit pas uniquement d'une question morale, mais bien de protéger son héritage des risques auxquels l'expose la carrière un peu mouvementée du maréchal, dont on connaît les goûts d'apparat et de luxe. On peut aussi s'imaginer que derrière Hortense se trouvait la banque Laffitte, qui avait une capacité de pression très forte sur Marmont et pouvait l'obliger à lever les hypothèques
en sa défaveur. En 1827, à la suite d'un coup de procès, la séparation sera prononcée officiellement. Marmont ne se remettra jamais de ses coups. Les traitements qu'il touche ne sont pas comparables à ceux qu'il recevait sous l'Empire, et la gestion de ses propres biens familiaux n'est pas couronnée de succès non plus. Tant que durera sa carrière de major général de la garde royale, il restera dépendant d'aides accordées par Louis XVIII et Charles X. Malgré ces événements, la duchesse conserve tout au long de sa vie une certaine loyauté envers son mari. Elle considère par exemple comme un devoir sacré de défendre l'honneur de son nom. Et lorsque Marmont, qui est en exil à Gand, publie le 1er avril 1815 une réponse justificative à la déclaration de Napoléon du 1er mars, qui le stigmatisait comme traître, elle lui envoie de l'argent et cherche à faire imprimer le manifeste à Paris, mais sans succès. Pendant la période des 100 jours, la duchesse n'est pas inquiétée. Ni son hôtel rue du Paradis, qui est un bien Pergaud et non Marmont, ni son château de Viry sont saisis, contrairement au bien du mari, qui est rayé de la liste des maréchaux. Et peut-être que la duchesse bénéficie de la protection de son amie, la reine Hortense, qui officie alors comme première dame de la cour. Je vous montre une dernière fois la généalogie pour vous donner quelques petites indications sur le parcours de vie des enfants du banquier Pergaud sous la Restauration et la monarchie de Juillet. La duchesse serait une amie fidèle de la reine Hortense exilée à Arenenberg, sur les bords du lac de Constance, qu'elle ira voir plusieurs fois. Et je remercie Madame Egli, présente parmi nous, conservatrice du château d'Arenenberg, de m'avoir ouvert l'accès à une quantité de documents relatant ces retrouvailles périodiques. C'était souvent des retrouvailles campants autour des anciennes pensionnaires de la maison Campan. De son côté, la duchesse hébergera la reine Hortense dans son château de Viry lors du voyage de cette dernière, venue implorer la cause de son fils auprès de Louis-Philippe après l'échauffourée de Strasbourg de 1836. Son frère Alphonse ne laisse que peu de traces dans les archives Pergaud. Une lettre de son cousin Charles à ses parents de 1814 indique qu'il s'est discrédité à la cour par la façon dont il traitait sa femme, la fille de MacDonald, et MacDonald est à l'époque un personnage important de la Restauration. En 1818, Laffitte crée une nouvelle société. Le nom Pergaud n'apparaît plus dans la raison sociale, bien qu'Alphonse reste un important commanditaire quand même de 3 millions. Alphonse s'abstient de la vie publique sous la Restauration et sera un pair de France discret sous la monarchie de Juillet. Ses deux fils, l'un secrétaire d'ambassade à Téhéran, l'autre militaire de carrière, ont laissé peu de traces, sinon celles de dilapideurs de fortune. La branche française des Pergaud s'éteint avec eux. Notons pour la petite histoire que son deuxième fils, appelé communément Édouard de Pergaud, a été l'éphémère mari d'Alphonsine Marie Duplessis, le modèle de la dame aux camélias. Si cela vous intéresse, après, je pourrais raconter une petite anecdote qui explique pourquoi les traces de la dame aux camélias n'existent plus dans les archives Pergaud. Alors, quant à Armand Frédéric Pergaud, mais je ne sais trop ce qu'il est devenu, s'il est marié ou pas, ce que je crois, il ne met pas tout à fait la vérité. C'est parfaitement qu'Édouard Pergaud a été marié à la dame aux camélias. Seulement, la famille Pergaud, après, a dit que c'était un mariage conclu en Angleterre, donc pas valable, ce qui est un argument qui juridiquement tient un peu la route. Quant à Neuchâtel, la principauté retourne à son ancien maître. Le Conseil d'État neuchâtelois fait sa soumission au roi de Prusse. Mais il n'a pas oublié l'abandon du pays par ce roi en 1806 et il obtient la remission de plein droit dans la Confédération suisse. Le pays assure ainsi sa position et retrouve son statut double et ambigu. Ce statut durera jusqu'en 1848. La stratégie de coopération prudente avec le régime Berthier s'est révélée payante. La technique du dos rond, un peu une spécialité du monde helvétique, a fonctionné. Trop absent de son fief, Berthier n'a pu instaurer une légitimité de gouvernement. Mais les réformes pragmatiques qu'il a introduites se révèlent durables. Le roi de Prusse poursuivra son œuvre de modernisation. Venons-en encore à Charles. Charles, qui en principe devrait maintenant plutôt se trouver à Neuchâtel, choisit la France. Après l'abdication de Napoléon, Charles est délivré de son statut de prisonnier sur parole. Cet ambitieux jeune homme de 25 ans retourne à Paris, avant même l'arrivée de Louis XVIII. Comme il le signifie à ses parents le 6 mai 1814, il compte sur la connivence
né entre Talleyrand et Marmont au cours des récents événements, pour trouver un emploi. Marmont lui propose de servir dans sa compagnie de la maison militaire du roi, celle qui dans l'armée reçoit le surnom de la compagnie de Judas. En tant que capitaine porte-étendard des gardes du corps du roi, il est maintenant officier supérieur. Lors des 100 jours, Charles accompagne le roi à Gand et à Bruxelles. Dès la seconde restauration, une rapide ascension commence pour Charles. Il saura se tenir à distance de la duchesse, sa cousine, mais surtout du maréchal. Attendez, excusez-moi. Vous voyez ici un conseil de son oncle David-François de Godeau, qui essaye de lui dire « Méfie-toi, ne te mets pas trop quand même dans le sillage du maréchal. Il est compromis et tu ne l'es pas. » Il bénéficie de la bienveillance d'autres personnalités, en particulier de celle du maréchal Oudinot, qu'il connaît depuis fort longtemps. Il est promu lieutenant-colonel en décembre 1815 et en 1816, il est naturalisé français et reçoit la croix de Saint-Louis à le titre de baron. Il a tiré la leçon des conséquences désastreuses que la défection de Marmont a eues pour sa vie publique et privée. En 1830, il reste fidèle aux ordres donnés lors des journées de juillet, défendant avec acharnement sa position contre la population révoltée de la capitale, alors que ses opinions ne sont pas du tout absolutistes. Cette stratégie de loyalisme se révèle payante. Après quelques années passées à des travaux administratifs, il est quoique simple colonel, nommé au commandement d'une brigade stationnée à Beaune lors de la conquête de l'Algérie. Je pense qu'on peut constater simplement aussi que ça devait être un officier très capable, qu'on remarquait très vite. Il est nommé maréchal de camp, ce qui équivaut au grade de général de brigade. Et 3 ans plus tard, il est chef d'état-major de l'armée d'Afrique. C'est en cette qualité qu'il est blessé mortellement au siège de Constantine en 1837. Il meurt en fait coup sur coup. Le maréchal Don-Raymond est terrassé par une balle. Et lui essaye de le relever et il est terrassé lui-même par une autre balle. Il meurt coup sur coup les deux. Et c'est la maréchale Don-Raymond qui a gardé ce portrait. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette promenade que je vous ai proposée sur les traces de la famille Pergaud. Et je vous remercie vivement de m'y avoir accompagné. J'entretiens le fol espoir que ce travail sur ce type de source permet d'ajouter 1 ou 2 touches de couleur à cette immense et interminable fresque qu'est l'histoire napoléonienne qui nous fascine tant. Je vous remercie.